Hello Iris. Hello Salomé. Comment ça va? Écoute, ça va pas du tout, et toi? Pas du tout, il fait très chaud et si vous nous voyez, on n'est pas du tout dans le même décor, on est dehors simplement parce que on est à l'extérieur. C'est irrespirable. Paris est en pleine canicule, on espère que quand l'épisode sortira, on sera sorti de ça. On a une pensée aujourd'hui pour les Solidays et la Pride qui ont été annulés, reportés à cause de cette canicule. C'est deux causes hyper importantes qui sont reportées, qui subissent la Terre. Ouais. Donc voilà, grosse pensée. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, bienvenue dans Populaire Club, le club qui parle des femmes les plus populaires au monde. Et aujourd'hui, cet épisode est dédié à Elle Woods, une des femmes très populaires. Oui, Elle Woods. On va parler de Elle Woods parce que Amazon Prime a décidé de faire une série. Donc, il y a une série qui va sortir le 1er juillet. Donc, à peu près au moment de la sortie de cet épisode. Amazon Prime, si vous nous écoutez, on vous donne beaucoup de jus quand même. Hein? Un peu gratuitement. Donc, La Revanche d'une blonde, c'est un super film, une super comédie qui est sortie en 2001. N'est-ce pas? C'est ça, en 2001. Qui est sortie en 2001. Donc, Elle Woods, c'est une fille qui fait partie d'une sororité dans un campus aux États-Unis. Elle est en dernière année. Elle a un amoureux qui s'appelle Warner. Elle a rendez-vous avec lui au restaurant pour sa demande en mariage. Elle se prépare avec toutes ses copines, etc. Elle est surex. Par ailleurs, c'est une sororité où tout le monde est hyper cute, hyper mignon, elle lui prépare des petits papiers et tout machin. Elle arrive toute pimpée au restaurant et au moment de lui annoncer qu'ils vont se marier, en fait, il lui annonce que il va la quitter. Et il va la quitter pourquoi? Parce qu'il va à Harvard en études de droit et plutôt que une Marilyn Monroe, il veut une Jackie Kennedy. Donc, en gros, elle se fait blonde bâchée. Et on va parler de ça, on va parler de toute l'histoire. Comme d'habitude, on va résumer les extraits du film. Et voilà, on va bien rigoler. Et on va surtout essayer de faire cet épisode parce que franchement, les gars, on souffre. Voilà. Il est tard et on a très chaud, c'est très dur. Voilà, raconte-nous Salomé. Alors déjà, moi, c'était vraiment un délice de revoir ce film parce que je ne m'en rappelais plus du tout. Et en fait, je le trouve beaucoup plus intelligent que ce à quoi je pensais en fait il est trop bien. Il est top. La revanche d'une blonde, être blonde. Moi j'ai toujours voulu être blonde, moi j'ai toujours été à la recherche d'être blonde, ça a toujours représenté un truc énorme pour moi. J'ai fait des balayages sur balayages, je me suis niqué les cheveux, j'ai essayé d'être blonde alors que je suis très mate de peau, donc évidemment que ça n'est pas joli. J'ai été à cette poursuite en fait toute ma vie. Ça fait je pense 6 mois que j'ai accepté mon destin et que c'est vrai, seulement 6 mois. Seulement 6 mois que j'ai arrêté. Salomé m'envoie un message toutes les 2 semaines pour une coloration, donc genre je n'y crois pas. Non, mais dans 2 semaines, je suis chez le coiffeur. Ça a toujours été pour moi les femmes les plus stylées. Je sais pas pourquoi. Est-ce que en fait même on fait des vannes sur les blondes, on dit qu'une blonde est bête. Pour moi, c'est de la jalousie pure et dure. En fait, c'est un truc de jalousie. Pourquoi est-ce qu'on a toujours voulu être blonde? Qu'est-ce que ça représente, la blonde, pour toi? Bah, le mythe de la blonde, déjà, je pense que c'est un truc qui date d'un temps assez ancien. Enfin, un peu un truc où il y a certaines cultures où déjà la blonde, c'est presque une déesse. Hein, enfin, mais encore aujourd'hui, tu vois. Genre quand t'es blonde au Mexique par exemple, j'ai lu ce livre récemment qui s'appelle Chienne de garde, et les blondes c'est les riches, c'est des êtres à part, elles représentent un peu l'Occident. Et après le mythe de la blonde au travers la pop culture, si on reste vraiment sur ce prisme là, cette figure en fait elle a été l'objet de désir et de beauté. La phrase du film quand il dit je veux pas une Marilyn Monroe, ça a été très bien pensé dans le film et d'ailleurs dans le livre où ça a été adapté, parce que Marilyn Monroe, c'est l'icône de la blonde, de la pin-up, de la femme qui sait séduire les hommes, etc. Et par ailleurs, la blonde, dans la pop culture, on peut aussi penser à Britney. Il y a Louise Schoenberg qui a fait un film exceptionnel qui s'appelle Pour Britney, où elle parle en fait de ce phénomène autour de la blondeur. Et il y a une autre personne qui est citée, on est obligé d'en parler, c'est la première phrase du film, c'est Madonna. Et Madonna, elle a joué sur ce blond aussi. Et elle a fait le Blonde Ambition Tour, qui était en fait sa 2e tournée mondiale et qui était un peu une réponse à toutes les critiques que Madonna pouvait subir, même si c'était déjà une énorme pop star à l'époque, mais qui était une réponse de Blonde Ambition. C'est je suis la blonde qui va dominer le monde, et avec quelque chose de... On en parlera plus tard, je pense encore de Madonna, mais avec quelque chose en fait de surpuissant. Donc en fait, à mon avis, la blonde, c'est un objet de fascination.
Enfin, c'est aussi le première cible du male gaze. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est toujours comme si la brune, en fait, il y avait un peu ce truc où les blondes, elles ont toujours reçu t'es une fille avec qui je vais m'amuser, je me marierai avec une brune. Ces trucs-là, comme ça, tu vois, c'est des trucs, elles ont toujours été descendues. Et bien, pour moi, c'est vraiment un truc de jalousie pure et dure, parce qu'en fait, on a un peu ce truc, on a grandi. Moi, j'ai aussi grandi en pensant que le monde appartenait aux blondes. C'est vrai ? Le monde appartient aux blondes. Le monde appartient aux blondes aux cheveux lisses. Donc, oui. Après, c'est tout ce que je ne suis pas. Donc, je pense aussi que moi, j'ai grandi un peu en me disant que c'était ça, tu vois. Mais c'est des meufs qui, comme t'as très bien écrit, dans la pop culture, sont les reines. Et t'as raison, je pense que c'est des femmes qui se sont fait descendre par les hommes, en fait. Et toutes ces rumeurs qu'on a entendues, et même que nous, on a entendues depuis qu'on est enfant, en fait, elles viennent des hommes. Ouais, non mais grave. En fait, c'est un film qui date de 2001, donc et c'est un film dont la thématique principale, justement, c'est ça, c'est le rejet pour ton apparence. Donc, je pense qu'on ferait Blonde aujourd'hui, mais ce serait pas le sujet principal, mais il y a une forme de racisme qu'elle subit. Je sais pas s'il y a un mot pour dire racisme quand ça passe par la couleur des cheveux, mais c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle subit, ça peut être appliqué à une tonne de choses. Il y a même une lesbienne dans le film, enfin il y a plein de trucs, bon bref, peu importe. Et le mythe de la blonde, quand on était petite aussi, on avait d'ailleurs ces BD qui s'appelaient Les Blondes. J'adorais, je les dévorais. Et alors, il y en avait... Vanessa, ce personnage exceptionnel. Il y avait une blonde qui avait inventé un truc. C'était une sorte de parapluie, en fait, qu'elle pouvait mettre autour d'elle en mode genre comme une protection tout autour d'elle. Et moi, j'ai toujours trouvé ça tellement intelligent. C'est trop bien. Ouais, c'était genre chambé. Bon, bref. Déjà, avant de raconter un peu ce qu'elle va faire, moi, j'ai envie de dire un truc sur ça, et pour finir ce chapitre de la blonde, c'est que Elle Woods, c'est pas la blonde comme on aurait pu l'imaginer, comme elle a été faite dans toutes les teen movies. En fait, c'est quelqu'un de très gentil, très juste, très moral et très intelligent. Elle n'est que bienveillance. Elle n'est que bienveillante, elle est aimée de pratiquement tous les gens qu'elle croise parce qu'elle est hyper gentille en fait et qu'elle fait vraiment le bien autour d'elle. C'est quelqu'un qui, du coup, c'était déjà assez cool de voir ce personnage-là, alors que nous, on a vraiment grandi avec normalement ce genre de physique. Oui, Regina George. Regina George et Reese Witherspoon, beaucoup de rôles qu'elle a eu évidemment. Sont ceux-là. Non mais clairement. Et donc bref, Warner va la larguer et lui, du coup, va partir à Harvard pour être avocat. Et là, elle dit à ses parents, je vais partir à Harvard et être avocate. Ses parents, ils disent, mais qu'est-ce que tu fous? Pas du tout, on a du fric, on en a pas besoin et tout. Toutes ses potes sont en mode, mais du quoi tu parles? Mais elle va tout faire, elle va bosser tout l'été, elle va être aidée de ses potes, elle va faire une vidéo pour être admise à Harvard qui est très drôle. Et d'ailleurs, petit insight, la fille qui a été prise au casting pour jouer Elle Woods, adolescente pour la série, elle a fait cette même vidéo pour le casting sur pourquoi est-ce que vous devriez me prendre, mais elle a été inspirée du coup de cette vidéo dans le film qu'elle fait pour mais la vidéo, elle est tellement gaulerie, juste. Elle est très très marrante. C'est genre absolument le rêve. Genre aujourd'hui, tu sais, comme on te dit, genre fais un CV fun, bah ouais. Genre, c'est tellement moderne finalement. C'est du génie en fait. Ouais. Et du coup, elle va arriver à Harvard. Et bon, au départ, elle va galérer, elle n'a pas sa place ici, tout le monde va la regarder de haut en bas quand elle va arriver avec son chihuahua en rose à la fac. Mais en fait, elle va d'être ça et ça va devenir quelqu'un d'exceptionnel. Mais en fait, c'est une histoire de niaque pour moi, ce film. C'est vraiment une histoire de niaque. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, elle y va de base pour les mauvaises raisons. Elle va suivre un mec qui ne veut pas d'elle, qui l'a rabaissée, et elle y va juste pour essayer de le récupérer. Donc c'est évidemment une mauvaise idée moralement, on le sait très bien dès le début du film. Mais en fait, elle va réussir et elle va trouver sa voie parce qu'en fait, c'est une excellente avocate, Elle Woods. Donc voilà, la question que je voulais te poser, c'est Iris, est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour les mauvaises raisons qui t'ont mené à quelque chose de génial? J'en ai déjà parlé en vrai dans le podcast plusieurs fois. Enfin, j'ai fait ma reconversion là dans le milieu dans lequel je travaille maintenant. C'était aussi dirigé parce que la personne que j'aimais à ce moment-là travaillait dans cette industrie-là et je savais plus trop si la décision elle m'appartenait à moi ou à cette personne, mais je pense que j'avais quand même une volonté de base et aujourd'hui c'est en effet quelque chose qui m'appartient, donc mine de rien dans ce qu'elle a fait je me reconnais grave. Et deuxième exemple, je pense que de la même manière, nous, quand on a créé le podcast, il y avait évidemment donc, cette volonté de partager nos références, notre culture, etc. Mais je pense qu'au fond de nous, il y a aussi une envie d'être visible et d'être vu, ce qui peut être quelque chose de dangereux en vrai. Et je trouve qu'on s'en sert à très bon escient.
et que pour l'instant, tout va bien. Et toi? Bah, c'est trop marrant parce qu'en fait, je crois que je vais reparler exactement. Là, en fait, cet extrait, c'est vraiment le mea culpa de ce qu'on a fait pour plaire à nos crushs. Ok, ouais. Bah, quand j'ai dit que moi, je faisais des festivals pendant 1 an pour plaire à mon mec actuel avec de la musique électronique que je déteste, by the way, comme j'ai déjà dit, du coup. En fait, ça m'a appris et ça m'a ouvert les portes sur le métier que je fais en fait plutôt aujourd'hui, qui est vraiment d'organiser des trucs. Et ça m'a. En fait, j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de très bordélique, de un peu concon et un peu fainéante, et en fait j'ai appris que j'étais très obsessionnelle et organisée, et ça m'a appris en fait à mettre ces trucs, et ça m'a aidé. Mais ce qui est incroyable aussi dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle est jamais en train de cosplay. Non, jamais. C'est-à-dire que elle arrive à Harvard et tu sais, elle se pose là sur l'herbe à côté d'eux, ils doivent se présenter un par un, donc les mecs ils sont en mode performative, en mode genre ouais, moi, en gros, j'ai fait un PhD, moi j'ai un QI de je sais pas combien quand j'avais 12 ans, en mode j'ai dit que je sais plus qui, enfin voilà, qu'un scientifique était genre en mode un putain de génie ou pas du tout, enfin bref, on s'en fout. Et elle est là, elle déteint en termes de couleur dans le film par son rose, par son côté flashy. Il y a une fois où en fait elle met une tenue un peu type avocate. À un moment, elle essaye un peu de se mettre dans ce moule. D'ailleurs, même vers la fin, quand elle commence à travailler dans le bureau d'avocate, etc., elle enfile la tenue. Et en fait, elle n'est pas performante si elle n'est pas dans son rose et dans son personnage à elle. Et c'est ça qui est fou, c'est que je pense que tu peux avoir une décision initiale qui est drivée par quelque chose de, oui, une influence extérieure, mais tu pourras pas te faire ton propre chemin si tu n'as pas l'entièreté de ta personnalité. Ouais, authentique, ouais. Authentique. Voilà, authentique. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, je trouve que c'est un film qui, en ce sens-là, va redéfinir l'intelligence, parce que, enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, je sais pas toi, mais surtout certainement à cause ou grâce à ces films, il y avait un peu un truc où genre en mode Harvard, tu vois ce que je veux dire, ou genre dans Gossip Girl, genre Columbia, NYU, et l'intelligence était définie, et particulièrement dans nos milieux socioculturels, par ces grandes universités, et c'était la plus grande forme d'intelligence, c'était tu vas finir par aller, je sais pas, à Polytechnique, HEC, Centrale, etc., Sciences Po, ce que nous n'avons toutes les deux pas fait, même si moi je suis quand même allée dans des grandes universités par ailleurs à Londres. Moi, pas du tout. Ouais, moi, j'étais quand même dans les top unis, en vrai de vrai. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ce film, il t'apprend que, ouais, ok, c'est genre les Ivy League, les meilleures universités, etc. Mais l'intelligence, ce n'est pas ça. Parce que finalement, là où elle va se démarquer, c'est parce qu'il y a des personnes sensibles qui vont voir l'originalité de son profil, que ce soit au moment de la vidéo où il y a le board, ou que ce soit le professeur un peu de recherche qui est associé du truc d'avocat. Et ils vont sentir en fait qu'elle a quelque chose en plus à ajouter parce qu'elle garde cette personnalité. Ouais. Tu vois ? Genre, je sais pas ce que t'en penses, mais d'après toi, qu'est-ce que ça nous dit de la vraie intelligence ? Bah, ça montre que en fait, tous ces gens qui sont autour d'elle, dont du coup Warner et la nouvelle meuf de Warner, qui est une meuf méga boring, qui descend elle directement, qui est vraiment en mode genre méchante avec elle, qui se montre comme intelligente et qui la montre du doigt elle comme débile. En fait, c'est des gens qui ont appris à montrer de l'intelligence par de la culture, par ce qu'ils ont appris, par des méthodes. Et là, il y a une fille qui arrive, qui n'a pas les méthodes, qui n'a pas les codes, et qui va prendre de l'intelligence humaine. Ouais. Et ça, ils l'ont pas vu parce qu'en fait, on nous a pas appris à l'école à faire de la dissertation avec l'humanité. On fait de la dissertation en citant Socrate ou Aristote, mais on dit pas... Enfin, tu vois, moi je me rappelle qu'en fait, en philo, j'avais un super prof de philo au lycée qui nous disait vous n'êtes pas obligé de citer Montaigne, des trucs comme ça. Il m'a appris à citer le livre de la jungle, il m'a appris à citer Cendrillon, à citer tous les trucs comme ça, parce qu'en fait il y a de la morale et il y a des leçons partout, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans le podcast depuis 31 épisodes, maintenant 32. C'est littéralement en fait prendre ces trucs et montrer qu'en fait il y a de la philosophie partout, que tous ces trucs en fait ils sont pas cons, en fait, que s'ils sont passés par des productions, par des trucs comme ça, c'est qu'ils sont pas débiles et que ça parle au moins à quelqu'un. Et dans la multiplication des références, genre tu vois le moment où elle est chez le coiffeur, et parce qu'elle se fait tâche de cours, parce qu'au début elle arrive, elle a pas révisé, elle a la traîne, etc. Elle se dit non mais en fait il faut que je bosse, tu vois. Et elle arrive à
do it all. Tu vois, elle est chez le coiffeur, elle continue de lire le Vogue. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde, qui s'intéresse à toutes les formes de référence. Elle est là et c'est comme, pour en revenir juste une dernière fois à Madonna, mais avec Iris, vous entendrez toujours Madonna, mais on y revient plus tard. Mais avec vous, vous pouvez l'entendre genre tout le temps. Mais le Blonde Ambition, ce qui était fou, c'est qu'en fait, elle a fait un spectacle en 4 actes où elle a été habillée par Jean-Paul Gaultier. Donc là, il y avait des références qui venaient de la mode. Elle a fait des références à la religion dans un des actes où en fait, elle est en train de se masturber, etc. Et de en fait renverser les trucs de la religion. Elle a fait ce truc aussi, un premier tableau en référence à Stanley Kubrick, je sais plus si c'est Orange Mécanique. Elle a aussi fait Metropolis de Lang. Et en fait, c'est par la richesse de toutes ces références, et aujourd'hui il y a des personnes qui suivent sa lignée comme Rosalia, mais elle a montré que dans ce Blonde Ambition, qu'en tant que blonde, en fait, plus tu multiplies les sources, plus t'as du succès. Et par ailleurs, Elle Woods, quand elle gagne son procès, et elle se fait mépriser parce que en fait elle va commencer à parler en fait d'une histoire de cheveux et de permes, mais elle gagne son procès parce qu'elle a été curieuse et qu'elle est allée voir ailleurs. Et surtout parce qu'elle a une connaissance. Là, c'était un point dont je voulais grave parler en fait. Ouais, c'est qu'elle a une connaissance du monde. En fait, en gros, du coup, le procès qu'ils ont, c'est une meuf qui est soupçonnée d'avoir tué son mari. Ouais. Et en fait, bête d'hasard, elle était dans le même truc Kappa que Elle Woods. Ouais, Delta. Genre quelques années avant. Et donc, cette meuf, c'est une référence, je crois, du Pilates ou de l'aérobic. Genre, elle fait des cours apparemment qui vont perdre 1,5 kg en une séance. Genre, bref, bon, la ref, voilà. Même si aujourd'hui, ça serait pas sorti ça aujourd'hui. Mais bref. Du coup, Elle Woods, dès le début, elle est en mode genre, cette meuf, elle a pas tué son mari, je la connais, elle est trop bien et tout. Ouais. Et du coup, quand les avocats et elle, ils vont aller parler à la meuf et essayer de lui faire cracher, pas son procès verbal, mais en fait, essayer de lui faire cracher ce qui s'est passé. Personne ne la comprend, personne n'arrive à communiquer avec cette femme, sauf Elle Woods qui lui parle, qui lui apporte des magazines. Et cette meuf, du coup, l'accusée dit « Enfin, merci, Dieu merci, l'une de vous a un cerveau. » Et en fait, ça montre aussi tout un truc, c'est qu'en fait, les avocats, bien qu'ils soient très intelligents, et les dirigeants, en fait, ne parlent pas à la population. Il faut des femmes comme nous, Iris, au pouvoir. Parce que c'est des femmes comme nous qui comprenons la population. En fait, la majorité de la population, c'est ça. En tout cas, en tant que femme, on peut comprendre les femmes. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on comprend la majorité ? Je suis pas sûre qu'on puisse comprendre, par exemple, les personnes, d'autres personnes racisées ou minorisées. On est quand même avec un bon niveau de privilège. D'ailleurs, comme tout ce film, on l'a pas dit en intro, mais c'est important de le préciser. Mais oui, il faut des femmes comme nous qui puissent récolter de l'information et passer de l'information auprès du peuple. Et la culture d'ailleurs est faite pour ça, la culture hors politique est faite pour ça, et genre c'est important. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et il faut plus de gens comme ça pour moi au pouvoir. Ouais, mais oui, enfin, je sais pas. Des gens qui nous comprennent, en même temps, moi je serais pas heureuse, tu vois, si j'étais genre présidente de la République. Ah non, pas moi. Ouais. Je dis des gens comme moi. Ouais. Pas moi, moi j'ai mieux à faire. Tout de même. Non, mais clairement de ouf. On rigole pas très fort parce qu'on a juste trop chaud, les filles. Mais il y a un petit vent, les gars. Moi je ris grave à l'intérieur de moi. Genre les gars, genre vraiment, je sens qu'il y a de l'eau. Mais tu sens qu'il y a un petit vent, Iris, ça fait trop du bien. Je suis trop mal, moi je le sens pas là encore. On a nos notes, voilà. Il y a des armes secrètes des femmes qui sont mises en abîme, ou la métaphore qui est utilisée, comme dans beaucoup de films, par exemple, comme Ti et Belle, qui sont le salon de manucure et le salon de coiffure. Et j'ai l'impression que ces lieux sont quand même des lieux sacrés pour se faire passer les informations. Je sais pas ce que t'en penses. Évidemment, tout se passe au salon de manucure, tout se passe au salon de coiffure. C'est là où tout se passe, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est là où tu te confies. C'est déjà parce qu'elle a vraiment mis ce truc en avant, de vraiment en mode genre, je me confie chez la manucure. C'est un truc où à la fois tu vas entre copines, et c'est un truc où à la fois elles qui travaillent là, les esthéticiennes, elles entendent, et en fait
tout se dit. Et c'est deux mondes, en fait, comme le dit très bien Maddy dans Euphoria, c'est deux mondes différents. C'est comme si c'est les deux échelles de classe différentes qui sont en fait montrées. Et là, en fait, qui communiquent et qui se donnent des conseils et qui s'apportent chacune. Et c'est pour ça que le rôle que joue Jennifer Coolidge dedans, il est trop bien. Parce il que est trop bien. C'est hyper important. Ah oui, en gros, du coup, il y a Jennifer Coolidge qui est la fille qui va lui faire les ongles dans la Harvard. Harvard, c'est une ville ? C'est à Boston. Ok. Dans la Harvard. Jennifer Coolidge lui fait les ongles à Harvard, donc elle devient en fait littéralement sa seule amie parce que tout le monde genre la calcule pas et la méprise à Harvard. Et donc Jennifer Coolidge est ce personnage exceptionnel. Comment la décrire ? Une sorte de weirdo. Vas-y, décris-la en 2 mots. Je suis sûre que tu le ferais bien. C'est une meuf mal dans sa peau qui s'est fait quitter par son mec, qui vit dans une caravane, qui a pris son bulldog. Elle ne veut plus du mec, mais elle veut absolument récupérer le bulldog. Elle a perdu confiance en elle et du coup, elle n'ose à peine parler au mec qui lui plaît, qui est le postier, qui vient tous les jours. Quand il vient lui dire ça va, elle n'ose même pas lui répondre. Elle dit soit yes, et quand elle lui dit c'est tout ce que tu lui réponds, yes, elle fait non, parfois je réponds ok. Et ouais, c'est tellement mignon cette scène. J'aime trop. Et du coup, donc elles sont là, elles se rencontrent et elles se confient à elle quasiment dès le début parce qu'en fait, elle commence à se confier elle sur le fait que du coup Warner il a fiancé l'autre fille de Harvard. Et l'autre donc lui raconte ce que Salomé vient de dire et en fait elles deviennent copines, elles vont finir par s'entraider parce que sur cette histoire de chien, elle dès qu'elle va acquérir un peu de compétences en termes d'avocat, elle va aller foutre une pression au mec en utilisant un jargon d'avocate que le mec va évidemment pas comprendre pour pouvoir récupérer le chien, ce qui est genre génial. Et elle va aussi l'aider à se décoincer pour draguer le postier en leur apprenant la technique bend and snap. Je sais pas si ça marche ça. Mais viens, on le teste. Ok, vas-y, juste viens, on le fait. Là, petite démo. Ok, donc tu drop. Caniculaire cet épisode. Ok, bend and snap. Donc tu drops un truc, tu bend. Et non, ah merde, je sais pas si c'est bend. Mais faut curve un peu comme ça. Et tu te relèves et tu snap. Je pense qu'on va pas nous voir. Je pense qu'il fallait se mettre là. Ouais, meuf, mais il fait trop chaud. Mais il fait trop chaud. Voilà, pour celles qui sont en audio, désolée si c'était hyper awkward ce qui vient de se passer. Bend and snap. Bend and snap. Ok, j'ai plus la force. C'est quoi tes prédictions pour la série ? Mes prédictions pour la série, c'est que je sais pas, j'espère que ça va pas trop être comme Carrie Diaries, parce que moi j'étais pas, tu vois. Mais parce que tu penses que ça va être elle plus jeune ? Oui. Ah, ok. C'est elle plus jeune, il me semble. Je pense que ça va être comment c'est créé ce personnage. Peut-être qu'au départ, par exemple, elle était méchante. Peut-être qu'ils vont nous expliquer pourquoi est-ce que c'est devenu une fille aussi gentille, aussi morale, et aussi pourquoi est-ce qu'elle est aussi forte et intelligente. Parce qu'en vrai, Elle Woods, pour moi, ce sera maintenant un personnage auquel je vais penser quand j'aurai besoin de détermination, parce que tout ce qu'elle veut, elle l'a. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, franchement, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Je vois pas pourquoi les... Alors si tout d'un coup ils nous remettent une méchante sur un film où pour une fois il y avait une meuf qui était pas méchante, genre je trouverais ça... Ouais, mais une méchante et d'un qui devient côté gentille. c'est pas très moderne, tu vois. Ah non, donc c'est elle plus jeune à la même époque. Parce que j'allais dire, potentiellement il l'adapte un peu plus dans notre temps et dans les mentalités de notre temps. Et du coup c'est plus une histoire sur la blonde. Et en fait elle on voit qu'elle a quand même forcément une sorte de... parmi les femmes, la white blonde, elle a quand même une sorte de suprématie au-dessus des autres. Et du coup, oui, forcément, par rapport aux autres, donc il y aurait d'autres types de personnages avec différents types de discrimination possibles. Et elle est pas en train de souffrir de ça. Et du coup, elle aide les autres. Enfin, franchement, je sais pas. Mais franchement, je sais pas du tout. J'ai trop hâte de regarder. Ouais, j'ai hâte. Franchement, ça a l'air cool. Les esthétiques, elles sont belles et tout. Genre, ça a l'air d'être ambiance un peu Barbie. Genre, peut-être qu'on vous fera des petites reviews sur Insta et TikTok. Attends, et j'avais une question à te poser. Si Elle Woods, elle était ambassadrice d'une marque, ce serait quoi selon toi ? D'une marque ? Vas-y, dis-moi toi, parce que là, j'ai vraiment pas d'inspi. Je sais pas, parce que c'est très rose, mais à la fois... Par exemple, quand elle arrive à la fac avec son espèce de petit peignoir, she's giving like Chanel vibes, you know ? Ouais, c'est vrai. Ouais, elle pourrait. Moi, je la verrais plus en Miu Miu. Ouais, ou je pense Chloé. à Miu Miu. En vrai, Chloé, non, parce qu'elle est trop... Non, pas Chloé. Non. Fiorucci.
Je connais pas. Ok. Mais ouais, non, moi je la vois en Miu Miu Prada. Claudie Pierlot. Ouais. Ouais. Et à Paris, elle irait dans quel restaurant? Je pense qu'elle irait manger un truc plutôt tradi et plutôt cute. Ouais. Donc pourquoi pas, tu vois, par exemple, peut-être qu'elle irait au Petit Célestin, moi je pense. Ouais, elle irait un peu au Petit Mais Célestin. for lunch. En mode cute. For Ouais. lunch, genre. Ouais, elle irait peut-être au Petit Célestin ou chez Janou en Ouais. touriste mais cute. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense que... Et elle irait faire où sa coloration? Ah, Son blond? son blond, où est-ce qu'elle irait le faire? Bah, en vrai, chez Delphine Courteil. Ouais, je pense. Si elle a l'oseille vu qu'elle est avocate. À la semaine prochaine, on espère qu'on aura plus d'énergie. Ouais, On va parler de foot. En tout cas, j'ai passé un super moment. Moi aussi, j'ai passé un bête de moment. C'est un bête de film, il est trop bien. Ouais. Revoyez-le, franchement, c'est un banger. On vous embrasse et à la semaine prochaine en espérant avoir beaucoup moins chaud. Voilà, Bisous. bye.